Alors il va rentrer progressivement à Florence, il retourne à Florence, tout simplement parce qu'à Bologne, eh bien, il avait des adversaires, il en aura d'ailleurs toute sa vie durant, il avait un sacré tempérament, un caractère bien forgé, et donc à Bologne, eh bien, on lui fait évidemment un petit peu peur en disant que s'il reste, eh bien, il aura certainement beaucoup de difficultés et beaucoup de tourments. Donc il va quitter Bologne, il rentre à Florence. Alors Florence n'est plus la Florence qu'il a connue dans sa jeunesse, c'est une Florence qui a vu le bûcher de Savonarole, le bûcher en 1498, qui a vu l'arrivée du roi de France avec la fuite justement de Pierre de Médicis. C'est Charles VIII qui arrive et qui prend possession non seulement de Florence mais de toute la Toscane et qui va se diriger vers le royaume de Naples qu'il veut récupérer. Alors à Florence, eh bien, il va trouver un nouveau mécène. Chaque artiste doit avoir évidemment des protecteurs, des mécènes qui vont non seulement les protéger, mais également leur trouver des contrats. Et à Florence, à cette époque-là, eh bien, il va rencontrer un financier qui va justement lui permettre de révéler tout son talent de sculpteur. Alors tout d'abord, il va réaliser un faux Cupidon. Ce faux Cupidon, c'est un peu la mode à l'époque des antiques justement, de ces collectionneurs avides de trouver des sculptures donc ancienne, et Michel-Ange avec son talent et avec cette volonté de tromper, il va se faire faussaire, va faire un faux Cupidon qui va être acheté par un évêque qui est à Rome et qui va être subjugué par ce faux Cupidon. Michel-Ange ira même jusqu'à enterrer cette sculpture dans la terre pour lui donner cette patine des temps passés. Et puis le subterfuge évidemment va éclater, on va savoir que c'est un faux, et là vous avez l'évêque de Rome qui veut savoir qui a réalisé ce faux certes, mais avec beaucoup de maestria, beaucoup de virtuosité. Et on apprend que c'est le jeune Michel-Ange. Il va ensuite être invité à aller dans la capitale, là où tout se passe à Rome. Mais avant cela, il va réaliser une autre sculpture avant de quitter Florence. La voici maintenant, c'est le Bacchus que vous avez sous les yeux. Ce Bacchus qui est, vous voyez, en train de lever une coupe de vin, qui a un petit satyre également derrière lui, et Michel-Ange, de lui apporter cette attitude qui est pleine d'ivresse. On sent que Bacchus n'est pas tout à fait stable sur ses jambes, qu'il a la main qui n'est pas totalement baissée ni totalement levée, et qu'on a même une tête qui représente justement cet état d'ivresse. C'est vraiment tout le talent de ce jeune Michel-Ange de représenter cet état d'ébriété à travers la sculpture. Et je vous laisse apprécier le modelé, l'anatomie, les recherches justement qu'il a faites précédemment et qu'il transpose dans ses sculptures. C'est une œuvre que vous pouvez voir au musée du Bargello à Florence. Et bien évidemment, je vous l'ai dit précédemment, il va quitter Florence pour aller à Rome. Alors à Rome, il arrive, il a 23 ans. 23 ans. Imaginez-vous qu'à cet âge-là, il va rencontrer tous les grands mécènes qui veulent absolument faire travailler ce jeune prodige. Et parmi ces clients potentiels, nous avons l'ambassadeur de France à Rome qui a eu écho du talent et du génie de ce jeune garçon. Il va lui passer commande d'une pietà. Alors les pietà que l'on fait à l'époque de Michel-Ange, ce sont des pietà typiquement italiennes avec les femmes pleureuses et qui sont autour du corps du Christ, alors que Michel-Ange, comme vous le voyez, va choisir la représentation que l'on a plutôt dans les pays nordiques, c'est-à-dire la mère seule avec son fils. Et cette mère seule, vous voyez qu'elle est représentée avec beaucoup de sentiments intériorisés, qu'il n'y a pas une effusion, vous voyez, de sentiments exacerbés sur le visage de la Vierge, en particulier qu'elle a une douceur, une tendresse et une tristesse, certes, mais intérieure.
Et vous voyez que sur la sculpture qui est assez monumentale, c'est un seul bloc de marbre, eh bien il va représenter les deux personnages avec cette position de la Vierge assise qui a la main gauche ouverte, qui offre littéralement le corps de son fils à l'humanité tout entière. C'est d'ailleurs un des symboles même de cette tristesse assez émouvante. Et de la main droite, comme vous le constatez, eh bien elle a le corps de son fils qu'elle ne touche pas de peau à peau, qu'il y a un élément ici de voile, étant donné que le corps du Christ ne lui appartient plus, hein. Il est déjà évidemment celui qui, par sa mort, sauve l'humanité tout entière. J'attire votre attention sur le travail du drapé. Regardez ici, on oublie même que c'est du marbre, que c'est un bloc de cette technique, en tout cas très subtile, qu'il va réaliser. Regardez le drapé au-dessus de la tête de la Vierge, les yeux mi-clos, qui renforcent ce sentiment d'abandon et de tristesse. C'est la seule œuvre signée de la main de Michel-Ange. Selon Vasari, son biographe, eh bien, le jeune garçon se trouvait dans la basilique Saint-Pierre, où se trouve la statue, et aurait entendu des personnes derrière lui en train de vanter les mérites d'un sculpteur de Milan qui aurait réalisé cette merveille de Pietà. Évidemment, il revient en pleine nuit et va sculpter sur la lanière qui ceint la poitrine de la Vierge, Michel-Ange fecit. Michel-Ange l'a réalisé. Voilà, c'est la seule signature connue de Michel-Ange sur l'une de ses sculptures. L'autre sculpture importante, il va ici retourner à Florence. À Florence, pourquoi? Parce que, eh bien, il y a la jeune République qui est en train de se mettre en place, que les Médicis ont été chassés et que cette République répond aux aspirations du jeune Michel-Ange au niveau politique et qu'il espère pour Florence, eh bien, d'être indépendante. Alors à Florence, il a des amis et des amis qui comptent, en particulier l'un d'eux qui est Gonfalonier de Florence, c'est-à-dire qu'il a en charge la justice, et grâce à cette amitié, il va avoir accès à des blocs de marbre assez impressionnants. Et parmi ces blocs, il y en a un qui a une mauvaise réputation, c'est un immense bloc de plus de 5 mètres de hauteur, un bloc qui est considéré comme intraitable et qui était destiné à la cathédrale de Florence, au Duomo de Florence, Santa Maria del Fiore. Et ce bloc, eh bien, pendant très longtemps, plusieurs décennies, va être laissé à l'abandon. Et il va aller voir son ami, le gonfalonier, en lui disant « J'aimerais bien récupérer ce bloc pour le travailler. » Sauf que ce bloc, il y a d'autres artistes qui le voudraient, et en particulier un certain Léonard de Vinci. Le gonfalonier va hésiter quelque temps et puis prendre sa décision en disant eh bien, que Michel-Ange pourrait le travailler. Alors il est fou de joie, il va s'atteler tout de suite à la tâche, alors une tâche qui est assez difficile, il va d'ailleurs se cacher derrière une palissade pour à la fois cacher son travail et attiser la curiosité des Florentins. Il va réaliser ceci dans l'atelier qui se trouve juste derrière la cathédrale de Florence. Et il va évidemment commencer par toutes les parties saillantes, en particulier le visage, ensuite la main gauche et le pied gauche. Et depuis l'Antiquité, on n'a jamais fait une sculpture aussi impressionnante, d'une taille colossale, plus de 5 mètres de haut et 2 mètres d'envergure. Et comme vous le constatez, il a volontairement dirigé la tête de David de côté. Il n'avait pas le choix, c'est le bloc ici qui a imposé la forme même de la statue. Et vous voyez qu'il représente non pas le David victorieux de Goliath, mais le David d'avant cette confrontation avec le géant. Vous voyez qu'il est en pleine réflexion, il s'apprête évidemment à tuer Goliath, mais on est dans l'événement juste avant. Regardez ici la position de sa main droite, la force qui se dégage de cette main. On voit ici que l'anatomie n'a plus de secret pour lui, qu'il connaît parfaitement le corps, surtout masculin, que vous avez même les veines représentées, ce qui indique sa connaissance parfaite sur tous les domaines scientifiques. Il a même été jusqu'à aller voir Nicolas Copernic pour apprendre les étoiles. Donc c'est vraiment quelqu'un qui est intéressé par les sciences en général. Et puis vous
vous avez bien évidemment cette posture, ce léger déhanché, un léger contrapposto, un chiasme, voilà comment on appelle ce déhanché, qui donne véritablement la vie à la statue. Alors, c'est une véritable prière que l'on a ici. La Pietà était une prière secrète pour Michel-Ange, et bien David sera son portrait sublimé. Car effectivement, on l'a vu tout à l'heure, Michel-Ange n'est pas forcément quelqu'un de très beau, mais il va transposer dans la statuaire cet idéal de beauté qu'il a chevillé au corps. Et voilà comment il va représenter la force, la puissance à travers son David. Et puis on n'est pas loin des sermons que tenait Savonarola et auquel il assistait d'ailleurs. Il était assez influencé par les discours de ce moine dominicain et qui avait dit que David, eh bien, c'est la forte main, c'est la belle apparence, bref, c'est l'élu de Dieu, c'est la représentation sur terre, eh bien, du chrétien, le chrétien qui ici défend cette toute jeune république de Florence face eh bien, à ses adversaires et en particulier face aux Médicis. Alors la statue, comme vous le voyez, a été installée sur la partie avant du palais de la Seigneurie et au XIXe siècle, eh bien, on a mis à la place une copie qui s'y trouve toujours, c'est la photo de gauche, et puis à droite, la statue d'origine qui a été restaurée depuis lors, se trouve à la galerie de l'Académie, un des plus importants musées justement qui se trouve en plein cœur de Florence. Voici maintenant un très beau détail qui vous montre le visage plein de force, plein de vivacité. Regardez ici son regard, le travail dans la chevelure, et puis ce geste arrêté pour l'éternité, et cette main gauche avec ici eh bien, cette fronde qu'il s'apprête à utiliser pour terrasser ce géant. Alors d'autres sculptures ont été réalisées, alors il y a beaucoup de projets qui n'ont pas abouti, on va le voir dans quelques instants, et il est très rare d'avoir des statues, des sculptures de Michel-Ange en dehors de l'Italie. Alors vous avez, on les verra tout à l'heure, les deux esclaves qui se trouvent au musée du Louvre, et voilà les deux autres sculptures qui se trouvent à l'étranger. Vous avez tout d'abord le garçon accroupi qui se trouve au musée de l'Ermitage de Saint-Pétersbourg, où on voit nettement ici le travail que Michel-Ange essaye de réaliser en tournant véritablement autour de ce jeune garçon en train de naître littéralement de cette gangue de blocs de marbre. Et puis à droite, la très belle, très douce Madone de Bruges, une Madone qu'il a réalisée également dans sa jeunesse. Nous sommes dans les années 1501-1504, l'époque justement où il se trouve à Florence, et cette Madone servira à toute une génération de jeunes artistes qui en feront des études, des croquis préparatoires, des dessins. C'est un véritable modèle du genre, et cette Madone, heureusement, a été sauvée par les Monumentsmen lors de la Seconde Guerre mondiale. Elle avait été volée par les armées nazies qui avait été ensuite cachée à Althaus, la fameuse mine de sel.